Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Jean-Michel Blanquer, parlons du déconfinement scolaire. Première question directe, est-ce qu'une scolarité régulière et intégrale sera possible avant les vacances ? Ce sera forcément des solutions mixtes pour tous les élèves, puisque un élève peut se trouver dans 4 situations alternatives. Il peut être en petit groupe à l'école, il peut être aussi à l'étude à l'école, puisqu'il y aura, chaque fois que ce sera possible, on développera ça. Il peut être aussi chez lui, comme nous le connaissons actuellement en période de confinement. Et puis il pourra être aussi parfois dans des activités périscolaires, quand on aura pu avec une commune développer ça, avec des activités physiques en particulier, des activités d'éducation à la santé aussi, en plus de ce qui se passe à l'école. Donc il y a 4 possibilités. Dans une semaine, un enfant peut se trouver dans les 4 situations. Puis vous aurez des enfants qui resteront à la maison, et par exemple certains collégiens, ça va être le cas, qui continueront l'enseignement à distance pratiquement à 100%. Donc on va avoir tous les cas de figure, mais notre but c'est de personnaliser la situation pour chaque élève, c'est-à-dire qu'avant le 11 mai, chaque famille a eu un dialogue avec l'éducation nationale pour savoir ce qui va se passer pour son enfant et quelle est un peu la feuille de route pour mai et juin de chaque élève de France. Vous imaginez que je vais entrer dans le détail, j'ai plein de questions précises à vous poser. La première, des cours jusqu'au 4 juillet. Pas de changement de date des vacances. Non, nous ne changeons pas ça, ça reste un point de repère. Maintenant, on travaille aussi sur les vacances de juillet-août, notamment pour qu'il y ait des modules de soutien scolaire pour les élèves qui auraient accumulé des retards éventuellement. On travaille aussi sur des nouveaux concepts de colonies de vacances qui puissent être des vacances apprenantes, comme nous disons, donc qui permettent un peu de renforcer des élèves, mais on ne change pas la date des vacances d'été pour les élèves. Vacances apprenantes, ça veut dire que des enseignants, par exemple, pourraient participer à des colonies de vacances pour rattraper du retard pris à cause de l'épidémie ? Oui, c'est possible. Vous savez, il y a de belles traditions en la matière. Alors c'est bien sûr sur la base du volontariat, aussi bien pour les enfants que pour les professeurs. Mais on aura en effet des colonies de vacances qui renforceront parfois ce qui existe déjà, c'est-à-dire une dimension éducative de la colonie de vacances. Puis parfois, ils iront un peu plus loin pour qu'il y ait du soutien scolaire intégré. Vous aurez aussi des modules de soutien scolaire à la fin du mois d'août en particulier pour, là encore, donner des éléments de rattrapage à ceux qui auraient eu des retards à cause de ce qui se passe. Donc les vacances 2020 sont forcément un peu différentes, même très différentes de tout ce qu'on a connu dans le passé. Donc nous travaillons aussi à cette dimension. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que nous vivons maintenant, la période de confinement, ensuite la deuxième période, c'est-à-dire la période de déconfinement, qui va être très inédite aussi et très mixte. Et puis ensuite, la troisième période, qui est celle des vacances, juillet-août, qui sont des vacances, mais pour lesquelles on doit essayer de faire en sorte que les enfants puissent avoir de l'épanouissement et que certains puissent avoir un peu de rattrapage dans ce cadre-là. Et puis aussi, nous réfléchissons déjà à la rentrée de septembre et à la façon de travailler dans une sorte de 4e temps qui commence en septembre 2020. Rentrée de septembre, date maintenue. Oui, nous ne changeons pas les dates, vous savez. Bien. Plus dans une période où tout change, on peut maintenir certains points de repère, meilleur c'est. Bien. Est-ce que la réouverture progressive des écoles est décidée pour des raisons économiques ? Jean-Michel Blanquer, la question revient sans cesse. Oui, non, pas en premier lieu. Bien sûr que les raisons économiques sont présentes aussi et il n'y a rien d'indigne à cela. Et il faut chercher à ce que la société française reprenne vie, et ça passe évidemment par la vie économique. Donc c'est pas un sujet indigne. Mais notre première préoccupation, elle est sociale. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élèves qui décrochent. Or, c'est malheureusement quelque chose qui existe en période de confinement. On considère aujourd'hui qu'on est en moyenne à 4%, mais dans certains territoires ou dans certains domaines, ce chiffre est plus élevé. 4%, c'est une moyenne. Alors, la France a fait mieux que la plupart des pays en la matière. Nous avons moins de décrocheurs que nos pays voisins. Mais 4%, c'est quand même 500 000 enfants ou adolescents. Et donc, nous devons évidemment empêcher cela pour des raisons profondément sociales. Vous savez, il n'y a pas que le Covid-19 qui tue, il y a aussi d'autres problèmes. C'est par exemple le problème de certaines violences intrafamiliales, c'est le problème justement du décrochage scolaire qui est vecteur de chômage, peut-être de délinquance dans le futur. Et donc toutes ces choses-là, nous devons évidemment les prendre très au sérieux. C'est ce qui est à la base de notre motivation. Et puis je pense à tous les élèves de France qui ont besoin de ce lien avec l'école,
Et donc, c'est pas un petit sujet que d'éviter que les enfants soient sans école physiquement pendant 6 mois. C'est quand même quelque chose qu'on doit éviter. Jean-Michel Blanquer, nous allons entrer dans le détail. Je vais commencer avec les maternelles. Réouverture progressive le 11 mai sur tout le territoire, vert, rouge. Oui, pour l'ensemble de l'école primaire, c'est réouverture progressive. Et ça inclut donc l'école maternelle comme l'école élémentaire. Dans chaque école, cette ouverture progressive se passera d'une manière appropriée. Donc nous laissons beaucoup de souplesse dans la façon de faire. Mais c'est forcément des classes qui alternent. Autrement dit, c'est pas dans la grande majorité des cas, c'est pas à plein temps que l'enfant ira à l'école, mais ça pourrait être pour une demi-semaine ou pour une semaine sur 2. Ça va se régler école par école. Par exemple, si vous prenez certaines écoles rurales, elles ont déjà des classes de moins de 15 élèves et donc elles pourront faire une scolarité assez proche de ce qui se passe. Avec parfois des classes de différents niveaux. Parfois, mais pas forcément. Je connais des écoles rurales qui sont à 14 élèves multiniveaux. Ils vont pouvoir fonctionner un peu comme d'habitude. Vous avez aussi, par exemple, les CP, CE1 en REP et REP+. Ils sont déjà 12 élèves. Donc, ils pourront fonctionner dès le début d'une manière assez normale, bien entendu, avec tout le respect du protocole sanitaire que nous avons établi. Donc, chaque cas est un cas particulier. Et ce que nous sommes en train de faire, en fait, en ce moment, c'est à la fois d'avoir défini un cadre national très clair. Par exemple, le protocole sanitaire va être disponible dès après-demain. Ce protocole sanitaire, il est très clair, il est incontournable. Vous avez ensuite un cadre d'accueil, c'est-à-dire les règles pour définir la façon dont les classes arrivent au fur et à mesure, donc progressivement. Et puis vous avez un cadre pédagogique aussi, c'est-à-dire ce qui se passe pour chaque niveau de la maternelle à la terminale. Mais dans ce cadre national clair, vous avez ensuite beaucoup de souplesse locale, et notamment grâce au dialogue entre éducation nationale et élus, tout particulièrement les maires. Eh bien, on va arriver à un plan spécifique pour chaque école, avec une information spécifique à chaque famille. Oui, donné aux parents. Est-ce que, je vais revenir, les précisions sur l'école élémentaire, les collèges et les lycées, évidemment, j'ai plein de questions. Est-ce qu'un plan d'hygiène sera fixé dans chaque établissement scolaire de France? Oui, il y a donc ce protocole national sanitaire dont je viens de vous parler, qui est lui-même directement inspiré de ce que le Conseil scientifique a produit comme note. Nous avons aussi fait toute une comparaison internationale sur ce sujet. Nous avons travaillé avec le bureau Veritas pendant toute cette période. C'est ce qui fait qu'il y aura, je vous le dis, dès après-demain, c'est-à-dire dès après la consultation des associations d'élus en particulier, nous allons aussi en parler aujourd'hui avec les organisations syndicales, eh bien, ces documents seront prêts et seront la référence de chaque acteur, puisque c'est une référence incontournable pour le respect de toute une série de choses et puis de toute une série de moments de la journée. Par exemple, la cantine, l'internat, la cour de récréation. Je vais y revenir. Tous ces éléments très précis font l'objet d'un cadrage national pour que chacun ait une référence claire en la matière. Chaque parent pourra savoir quel est le plan d'hygiène voulu, préparé pour l'école de son enfant. Oui, d'abord, chaque parent pourra avoir ce protocole national qui est commun à toute la France. Et ensuite, pourra voir comment l'école s'est adaptée localement à cela. Mais si vous voulez, il y a des sujets de grande souplesse et puis il y a des sujets au contraire qui sont de respect strict de la norme nationale. Et dans le domaine sanitaire, c'est plutôt cette deuxième catégorie. École élémentaire, primaire, réouverture progressive le 11 mai, là encore sur tout le territoire. CP, CM2 d'abord, et les autres classes. Alors, quand CP-CM2, c'est indicatif. C'était les niveaux que j'avais indiqués pour commencer, parce que c'est des niveaux un peu stratégiques. CP, parce que c'est l'entrée dans la lecture, l'écriture et le calcul, et c'est important d'avoir consolidé les choses en fin d'année scolaire. Et CM2, parce qu'on est avant la 6e et qu'il faut que les enfants aient un certain nombre de consolidations, là aussi, avant de passer au collège. Mais c'est indicatif. Encore une fois, il y a beaucoup de souplesse locale et donc les directeurs d'école, avec l'aide de leurs inspecteurs et avec leurs équipes de professeurs, vont déterminer, en lien avec le maire, comment se succèdent les éléments. Mais la situation va être différente d'un endroit à l'autre, parce que la densité n'est pas la même, parce que une classe de CE1 pourra rentrer le 11 mai. Alors,
Le 11 mai, c'est la pré-rentrée. De toute façon, vous aurez c'est les professeurs qui vont rentrer le 12 mai. Le 12. Les premiers élèves rentreront à partir du lendemain. Et là, vous aurez, par exemple, ça arrivera qu'il y ait des CE1 qui rentrent le 12 mai, oui. Et là, les parents auront été prévenus plusieurs jours avant, évidemment. Je vous parle du dialogue avec les familles. L'exemple que je donnais tout à l'heure l'illustre. Pratiquement tous les CP et CE1 de réseau d'éducation prioritaire pourront rentrer parmi les premiers, puisqu'ils sont déjà dans des classes à 12 et qu'on aura pu faire les aménagements nécessaires en amont de la rentrée. Bien, les collèges. Nous voulons personnaliser le parcours de chaque élève. Le mot-clé, c'est personnalisation. Et cette personnalisation fait que chaque situation locale est spécifique. C'est normal qu'il en soit ainsi, parce que c'est ce qui permet d'être le plus pragmatique possible. Et pour que ce soit bon pour les familles, eh bien, nous voulons qu'il y ait ce dialogue avant la rentrée pour que chaque famille soit au courant. Donc c'est normal que chacun ressente aujourd'hui que tout n'est pas encore précis pour lui-même, mais c'est, comme chacun le voit, je crois, nous avançons par étapes successives. La prochaine étape, ce sera d'informer chaque famille de ce qui lui arrive. Bien, les collèges, réouverture le 18 mai dans les départements où la circulation du virus est très faible, 6e, 5e. Seulement dans les départements verts, le 18 mai pour les collèges, les classes de 6e, 5e. Oui, c'est ça, tout à fait. On considère que nous devons piloter les choses en fonction aussi des diagnostics sanitaires qui sont faits territoire par territoire. Et donc, nous le faisons d'abord dans les territoires verts. Mais si la situation évolue positivement dans un territoire, on pourra ouvrir ensuite les collèges ultérieurement dans les territoires rouges. 4e et 3e, comme pour le lycée, les classes de 4e et 3e? Exactement. C'est-à-dire que d'ici à la fin mai, on va pouvoir observer la situation qui se passe sur un territoire donné. Et on aura aussi parfois des évaluations à une échelle plus petite. Et c'est ce qui permettra de décider l'ouverture ou pas. Mais dans l'intervalle, il se sera passé des choses, bien sûr. C'est-à-dire que dans l'intervalle, les élèves auront continué à avoir l'enseignement à distance et on aura même renforcé notre méthodologie pour mieux les suivre. Bien, Jean-Michel Blanquer, les lycées, décision de réouverture prévue fin mai. Donc pas de lycée avant le 4 juin. On est bien d'accord? C'est ce que j'ai compris. Oui, bien sûr, mais là aussi avec un travail, et on verra à ce moment-là, encore une fois ça dépend de l'évolution de la pandémie, puisqu'on constate que la contagiosité, plus on est âgé, plus la contagiosité apparemment est forte. Donc on regarde, on évalue la situation, et puis par ailleurs les lycéens, on peut plus les suivre à distance. On a un sujet spécifique avec le lycée professionnel, parce qu'on souhaite vraiment un retour physique, notamment pour les ateliers industriels, dès que ce sera possible. Mais en attendant, ce qui est important pour nous, c'est de n'avoir perdu personne. C'est pourquoi, même à distance, nous essayons de rester en contact avec les familles et d'avoir un programme de travail pour chaque élève. Même chose pour les élèves de BTS et classes préparatoires? Oui, donc les élèves de BTS et de classe préparatoire, c'est des Bac+1 et Bac+2 à l'intérieur des lycées. Donc ils sont dépendants de ce qui se passe physiquement avec l'ouverture ou pas des lycées. Donc ils restent dans un système d'enseignement à distance au moins jusqu'à début juin. Nous n'ouvrirons probablement pas la deuxième année de classe prépa de toutes les façons. Mais pour les 2 années de BTS et la première année de classe prépa, le sujet reste ouvert jusqu'à début juin. Alors, bac et brevet, contrôle continu, est-ce que l'oral de français en fin de première est maintenu, l'épreuve est maintenue? À ce stade, oui, puisque nous considérons que ça reste possible, que dans la dernière semaine de juin, les conditions sanitaires permettent de le faire passer. Vous savez, on peut tout à fait, en faisant passer un oral, respecter les gestes barrières et toutes les recommandations qui sont faites. Et si nous avons maintenu l'oral jusqu'à présent, c'est pour différentes raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de note de contrôle continu en oral de français dans la classe de première. Donc on n'a pas de référence directe pour le contrôle continu. Et puis ensuite, on veut avoir un point de repère pour les élèves. On veut qu'ils s'entraînent actuellement à travailler sur ces textes. On va d'ailleurs développer des ressources pédagogiques. On a déjà commencé à le faire d'ailleurs, pour que les élèves, avec leur professeur de français à distance, puissent se préparer à cet oral. Mais on pense que c'est bon pour eux de se préparer à cet oral. Ensuite, si en juin, nous jugions que les conditions sanitaires ne le permettent pas, alors on transformerait ça en contrôle continu, en utilisant la note de français d'écrit. Mais il est préférable, quand on le peut, de maintenir un examen terminal. C'est ce que certains pays, d'ailleurs, font. Bien, Jean-Michel Blanquer, un plan d'hygiène, je le disais, dans chaque établissement, que les parents pourront consulter, les locaux seront nettoyés, désinfectés. Qui devra porter un masque? Les collégiens et tous les personnels des établissements scolaires, quel que soit l'établissement? Oui, c'est ça. Tous les personnels doivent porter un masque et s'en voient fournir un. Donc ça, nous sommes déjà organisés pour que ce soit le cas.
Et s'agissant des élèves, ce que disait le conseil scientifique, et là aussi on le voit dans d'autres pays, c'est que quand les enfants sont petits, ça peut être contre-productif de les obliger à porter un masque. Néanmoins, il y aura des masques à disposition au cas où ce serait nécessaire. Par exemple, si on voit des symptômes chez un enfant, il faut évidemment tout de suite prendre un certain nombre de mesures, dont le fait de mettre un masque. Mais sinon, c'est les collégiens à qui sera aussi fourni un masque, s'ils ne sont pas venus avec de la part de leur famille, de façon à ce qu'à l'âge du collège, tout le monde ait un masque. Les élèves et les enseignants à risque? Alors, dès lors qu'on est à risque, on reste chez soi. Je l'ai dit très clairement depuis le début, que l'on soit élève ou qu'on soit professeur. Donc, si vous voulez, on doit être dans un système de bienveillance complète. Là, le but n'est pas tellement d'être dans le juridique, mais d'être plutôt dans le bon sens, dans le pragmatisme. Donc, mais avec évidemment des éléments concrets, c'est-à-dire un professeur qui est vulnérable, qui a une vulnérabilité qui correspond, vis-à-vis du Covid, et bien entendu reste chez lui. Même si on a une personne vulnérable chez soi, c'est-à-dire si on est un professeur et qu'on a un parent, par exemple, diabétique, il faut rester chez soi. Et à ce moment-là, c'est du travail à distance, c'est-à-dire de l'enseignement à distance qui est fait par ces professeurs-là. Donc soit un professeur est présent physiquement et il s'occupe des petits groupes qui sont là, soit il est resté chez lui, et dans ces cas-là, il fait l'enseignement à distance. Et c'est symétrique chez les élèves. Soit un élève a été envoyé par sa famille, soit cet élève, par exemple pour des problèmes de santé, n'a pas été envoyé par sa famille. Il est donc dans le travail à distance, réalisé avec les professeurs qui sont dans le travail à distance. Alors, enseignement à distance qui restera gratuit. Les internats vont-ils rouvrir? Les internats doivent se conformer au protocole sanitaire que j'indiquais. Donc il y a un chapitre sur les internats qui relève là aussi des règles auxquelles on est maintenant habitué, notamment de distanciation physique, ce qui suppose qu'il ne peut pas y avoir trop de lits, par exemple, dans une même chambre. Donc certains internats ne pourront pas ouvrir parce qu'ils ne seront pas en situation de pouvoir répondre à ces règles. D'autres pourront, d'autres seront aménagés. On aura tous les cas de figure, mais le principe, c'est de respecter le protocole sanitaire. Alors, vous savez, les internats, c'est comme la cantine, c'est un sujet social profondément. C'est pourquoi on cherche quand même, c'est une responsabilité des collectivités locales, mais en dialogue avec nous, et c'est avec elles qu'elles prennent ces décisions, mais on a maintenant les points de repère qui sont là pour éclairer la décision. Est-ce que les enfants devront apporter leur repas à l'école? C'est ce que recommande le conseil scientifique, Jean-Michel Blanquer. Alors, c'est une possibilité qui est ouverte. On va avoir là aussi tous les cas de figure. La question de l'alimentation, c'est-à-dire la question du déjeuner, elle est fondamentale parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles c'est important de réouvrir les écoles, c'est que pour certains élèves, la cantine, c'est fondamental dans leur vie alimentaire. Et donc, le conseil scientifique a recommandé plutôt que les repas aient lieu dans la classe. Alors, dans d'autres endroits, la cantine peut tout à fait respecter les règles sanitaires, notamment si on organise les flux pour que ce soit des petits groupes qui aillent à la cantine. Donc c'est forcément des horaires différents de ce qu'on connaît habituellement. Je sais que certaines communes m'ont dit qu'elles étaient tout à fait capables d'organiser la cantine de cette façon-là. D'autres organiseront plutôt le fait de déjeuner dans la classe. Parfois, on demandera aux élèves de venir avec leur propre boîte pour déjeuner, comme ça se passe dans certains pays. Et là, ce sera commune par commune et ensuite école par école que cela se décidera. Mais c'est important qu'un enfant puisse venir une journée entière. On n'encourage pas le système par demi-journée, qu'il puisse venir une journée entière et qu'il y ait une alimentation. J'allais vous poser la question sur le rythme de travail des enfants et des enseignants, l'organisation à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Ça ne se fera pas par demi-journée, Jean-Michel Blanquer. Non, nous laissons beaucoup de souplesse sur ce sujet-là. Nous laissons beaucoup de souplesse au terrain. C'est vraiment depuis le terrain que les choses se déterminent. C'est pas moi depuis mon bureau de ministre qui vais décider des emplois du temps. Vous voyez, de la manière. Par contre, il y a des choses qui sont recommandées et d'autres pas. Ce qui n'est pas recommandé, comme vous venez de le dire, c'est l'organisation par demi-journée qui pose beaucoup de problèmes ensuite, par exemple de transport. Mais en revanche, les deux choses qu'on peut recommander, c'est l'organisation par soit d'un jour sur deux, soit par demi-semaine, soit même d'une semaine sur deux. Et là, c'est ce qui va se décider localement, sachant que ce que vous aurez très souvent, c'est une entrée par niveau, par exemple les CP, les CM2 en première semaine, ensuite d'autres niveaux qui viennent la semaine suivante, et puis vous aurez sans doute aussi parfois des groupes multiniveaux pour tenir compte de l'accueil prioritaire de certains élèves. Je pense aux élèves handicapés, s'ils ne sont pas concernés par le niveau qui est rentré. Je pense à des élèves qui ont des difficultés scolaires spécifiques pour lesquels on veut tout particulièrement qu'ils rentrent prioritairement.
Donc on aura comme ça des critères qui font que certains élèves qui ne sont pas concernés par un niveau, qui ne sont pas du niveau, viendront quand même, parce qu'on se sera organisé pour pouvoir les recevoir et les mettre au travail. Est-ce qu'il y aura des aides? Ce sera l'une de mes dernières questions, parce que c'est une question qui revient très souvent sur RMC. Des aides pour les parents qui doivent reprendre le travail et qui refusent de remettre leurs enfants à l'école. Des aides de garde d'enfants, par exemple. De mettre votre enfant à l'école. Nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales et les caisses d'allocation familiale pour des dispositifs de ce type. Mais maintenant, dans le cas où vous avez une école ouverte et ou un accueil organisé avec la mairie pour l'enfant, je pense que dans ces cas-là, cette aide ne marchera pas. Mais, par contre, il peut y avoir des cas où on devra débloquer des aides spécifiques. Ça fait partie des sujets qui sont travaillés. Bien, merci Jean-Michel Blanquer. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC et BFM TV. Merci. Il est 8h54.